Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons le plaisir en ces fêtes de Soukhot de mettre à l'honneur une forêt qui fait partie de notre patrimoine dans la région du désert du Negev. Évidemment, il s'agit de la forêt de Yatir, l'une des plus grandes forêts, la plus grande forêt d'Israël. Et pour en parler, nous avons choisi de donner la parole à Nissim Hamzalag. Nissim Hamzalag est certes agrégé en biologie, docteur en biologie et docteur en études bibliques, mais il est aussi un habitant de la région puisqu'il vit au sein du Yishuv Shani Livna. Ravi de vous accueillir, Nissim Hamzalag. Bonjour Cathy. Alors, qu'a-t-elle de particulier cette forêt, à part qu'elle soit immense et quand on dit forêt dans le désert du Negev, on a l'impression déjà qu'on a quelque chose de pas tout à fait logique. Ah oui, en effet, c'est presque un oxymoron. En effet, de parler d'une forêt dans un désert. Oui, la forêt, c'est la forêt artificielle la plus grande d'Israël et c'est une forêt qui a un record du monde puisque c'est la forêt la plus aride du monde. C'est une forêt qui existe avec des précipitations d'environ 280 mm de pluie par an, ce qui, selon tous les spécialistes du monde, ne sont pas des conditions possibles pour l'existence d'une forêt. Pour une forêt, il faut normalement plus de 350 à 400 mm de pluie par an. Et sans ça, on a un désert, quoi, c'est tout. Alors, on n'est pas vraiment dans le Negev, on est dans les contreforts du Negev. On est entre la Judée, les montagnes de Judée, et le désert, et la vallée d'Arad, la vallée et donc les grandes plaines désertiques. On est dans une zone montagneuse, donc il y a 700-800 mètres d'altitude, comme ça, à peu près l'altitude de Jérusalem. Donc il fait froid. On a parfois d'ailleurs de la neige en hiver ici, pas tous les ans, mais enfin on en a. Mais on a quand même, c'est une région qui est complètement désertique normalement. Il y avait, avant la plantation de la forêt, il y avait quelques petits buissons, des choses comme ça, mais pas grand chose, pas d'arbres en tout cas. Et voilà. Et donc là, contre toute attente, contre l'avis de tous les spécialistes, une forêt s'est mise en place ici. Voilà, on parle de millions d'arbres qui ont été plantés dans cette forêt, 30 km². Est-ce que c'est un fleuron, on va dire, de l'anti-désertification prônée par Israël ? Ah oui, tout à fait, puisque les spécialistes du monde entier maintenant viennent voir cette forêt, parce que d'abord ils n'y croient pas. Donc en fait, il faut venir voir pour le croire. Et aussi, ils viennent donc pour apprendre comment arrêter la désertification, puisque cette forêt, en fait, freine la désertification pour la bonne et simple raison qu'elle crée un nouveau microclimat. C'est que la forêt on a commencé à planter cette forêt en 64, hein, et petit à petit, les mesures climatologiques, d'humidité de l'atmosphère, etc., montrent qu'il y a une évolution du climat ici. On a un véritable arrêt de la désertification. Et non seulement ça, mais en plus, on a une très très bonne, contrairement aux idées reçues, on a une très bonne productivité de cette forêt. C'est une forêt qui fixe beaucoup de CO2, qui produit pratiquement autant que les forêts tempérées, alors qu'en fait la saison des pluies est très petite. Alors comment se passe tout ça? On n'y croyait pas. On fait venir les gens pour voir comment est-ce que les choses sont faites, puisque c'est une grande première, et puis pour essayer après de reproduire ça dans d'autres régions. Je pense que maintenant, avec la paix qui se passe avec les pays arabes, on va avoir de plus en plus de gens des pays arabes venir voir cette forêt pour essayer de reproduire ce miracle, quoi. Alors, c'était aussi le rêve de notre Premier ministre, Ben Gurion, évidemment, de planter des arbres, de lutter contre le désert qui avançait. C'est réussi, apparemment, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais est-ce que, bien sûr, on parle de cette région dans la Bible, et est-ce que la région décrite dans la Bible est semblable à ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une résurgence du passé? Ou pas du tout? Oui, en effet, c'est une résurgence. Enfin, bon, il n'y avait pas une forêt comme ça, évidemment, mais c'est une résurgence du passé, dans le sens où, dans cette forêt, quand on se promène dans cette forêt, on voit énormément de vestiges archéologiques, énormément. Nous habitons donc un petit village qui s'appelle Shani Livna, et moi, dans mon jardin, ici, j'ai des vestiges archéologiques, j'ai des vestiges d'un puits qu'il y avait à l'époque, qui date de l'époque du deuxième temple, de la fin du deuxième temple. Si je fais 300 mètres un peu plus loin, j'arrive dans les grottes dans lesquelles les gens habitaient. On a des villes entières
de grottes. On a à côté des endroits où ils faisaient du vin, donc on a des endroits où ils produisaient la farine. Enfin, tout est encore visible ici. Donc on avait une région qui était extrêmement habitée. Alors on se demande comment aussi, avec un climat pareil. Ils avaient aussi leurs moyens et la forêt nous permet de comprendre aussi, enfin cette reforestation nous permet de comprendre ce qui se passait en fait. C'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu aux études qui sont faites sur cette forêt. Cette forêt en fait, elle n'est pas normalement ne devrait pas exister, comme je vous dis, c'est une sorte de miracle. En fait, c'est un miracle. Mais enfin, quand on fait des études de biologie, un petit peu, on se comprend que ce miracle a des fondements, c'est que les plantes s'adaptent, réussissent sous certaines conditions, à la condition de faire des bons traitements, d'éclaircir le nombre d'arbres au bon moment, etc. On arrive à avoir des arbres. Ici, il s'agit du Oregne Yerushalmi, donc ce qu'on appelle en français le pin d'Alep, ici, qui a été planté ici, c'est la majorité des essences plantées dans cette forêt. On arrive à voir que ces arbres finissent par s'adapter à un climat qui normalement n'est pas bon pour eux, à condition qu'on puisse traiter, qu'on puisse choisir la terre exactement, espacer suffisamment les arbres, des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils faisaient apparemment à l'époque, non pas avec des arbres, mais enfin, il y avait quand même des vignes, beaucoup de vignes, puisqu'on voit ce qu'on appelle un ghat, c'est comme ça une région l'endroit où on broie, enfin on presse le jus de raisin, on fait du vin donc, on a des pressoirs à huile d'olive, on a plein de choses comme ça ici. Donc en fait on avait une région qui était extrêmement active, fertile, bon moins que dans les montagnes de Frévron évidemment où il pleut beaucoup plus. Enfin on avait quand même une grosse population qui était ici. Et les gens habitaient de façon différente de ce qu'on connaît en Israël, c'est que les gens habitaient dans des grottes ici. On a un habitat troglodyte qui est extrêmement adapté à cette région où il fait très chaud en été. Et donc, dans les grottes, il fait toujours frais. On peut stocker aussi les vivres de façon beaucoup plus simple. Et donc, on a des villages entiers ici qui sont faits de grottes comme ça et qui datent de 2500 ans, même 3000 ans probablement, quoi. Où on voit que ce ne sont pas des grottes très primitives du tout. Hein. Vous avez des grottes, quand vous rentrez dans une grotte, qui sont d'ailleurs très bien conservées. Hein. Vous pouvez aller les voir encore aujourd'hui. Vous avez des pièces, vous avez une sorte de belle porte d'entrée. Vous avez un foyer, il y a souvent un mikvé d'ailleurs à côté, il y a une réserve d'eau, enfin tout est très très bien aménagé, il y a des cheminées d'aération. Vous avez des gens qui construisent très bien et c'est construit même à l'intérieur des grottes, quoi. Donc c'est pas du tout une population primitive de gens qui sont laissés pour compte de l'histoire ou quoi que ce soit. Non, c'est une volonté très importante, très très claire. Et cette région, d'ailleurs, comme c'est une région de grottes, est connue aussi pour la révolte pour sa révolte contre l'autorité romaine, puisque c'était un des hauts lieux de la révolte de Bar Korba. Ici, c'est un des plus hauts lieux. On voit un petit peu. C'est là où les gens c'est pratiquement là où s'est organisée la révolte. C'est assez, donc c'est une région très importante. Ouais, j'imagine, c'est assez intéressant. Alors, juste pour revenir à la forêt qui jouxte, on va dire, votre Yishuv, Livna. D'ailleurs, on peut venir peut-être, après le confinement, évidemment, mais pourquoi pas le visiter. Parfois, il y a des francophones qui vivent en Israël qui cherchent de nouveaux endroits pour vivre plus proche de leur aspiration. Donc, j'imagine que vous leur tendrez la main s'ils ont envie de faire un petit tour chez vous. Oui, bien sûr. Voilà. Malheureusement, c'est une région qui n'est pas du tout connue et qui gagne à être connue. Ici, on appelle ça la Suisse du Sud, parce que quand vous vous prenez dans la forêt, entre les cyprès, les pins, les vallées, et vous croyez ou en Toscane, parce qu'il y a plein de vignes aussi autour, ou alors en Suisse, en hiver, quand il y a de la neige, quoi. Enfin, vous voyez aussi les petits torrents qui coulent. Enfin, c'est absolument magnifique. Il y a une faune extraordinaire qui est revenue aussi grâce à la forêt. Alors, on n'a pas parlé justement au sein de cette forêt. Bien sûr, il y a plein de choses, mais il y a aussi une ferme écologique avec des herbes, des huiles essentielles, etc. On peut visiter aussi cette ferme biologique au sein de Yatir. Il y a plusieurs fermes biologiques, il y en a pas mal. Enfin, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus ici. Oui, on peut développer. Enfin, à Livna même, il n'y a pas de ferme biologique pour l'instant de ça, mais il y a ce qu'on appelle Chavat Yatir. Il y en a plein. Enfin, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui s'est développé il y a à peu près 25-30 ans, qui a commencé, où on se rend compte qu'aussi à l'époque, c'est encore une fois une manière de renouer avec le passé, puisque cette région était une région de production d'herbes médicinales, et d'après certains documents, ils exportaient ces plantes médicinales et ces remèdes en Égypte, aussi bien en Égypte qu'aussi au nord du pays. Donc c'est une région qui était aussi riche pour ça. On exploitait la flore locale
pour produire des médicaments. Et en effet, la flore locale ici est extraordinaire. Alors évidemment pas dans la forêt, parce que la forêt a changé un petit peu, mais tout autour, vous avez des essences qui ne se trouvent qu'ici. On est dans un croisement entre plusieurs influences et plusieurs groupes de plantes. Et vous avez ici une richesse extraordinaire d'espèces dans cette région. C'est vraiment une région remarquable pour ça. En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir cette région pour ceux qui après le confinement, j'invite tout le monde à venir dans la région et venir découvrir ces paysages dont on ignore l'existence en Israël et qui sont absolument magnifiques. Alors, on fait comment quand on vient de Tel Aviv, par exemple, pour arriver chez vous ? Il y a plusieurs manières de venir. On peut venir par la vallée d'Arad. Donc on prend la route d'Arad, on remonte, après il y a une petite route qui monte dans la montagne. En plus, on peut passer par le site de Tel Arad, qui est un site archéologique qui est parmi les plus importants en Israël. On pourra en parler une autre fois. On peut venir autrement par Houra, par la route de la forêt qui commence. On tourne après un village bédouin de Houra et puis on remonte par la forêt. Et là, on voit les nouveaux développements de la forêt parce que la forêt n'arrête pas de grandir. C'est une forêt qui grâce à son succès, par son succès, se développe de plus en plus. Le microclimat qui s'est créé permet de continuer les plantations, d'accélérer. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Et une troisième route passe par Métard et faut remonter après Métard. Et on arrive à Livna. Il y a trois routes et puis il y a la route du Nord qui vient par Hebron, si on veut. On peut venir par là aussi. Et on passe par Soussia et donc on voit aussi. On aperçoit ce qu'est le sud de la Judée, qui est quelque chose de très 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 différent de ce qu'on connaît en Israël. Ce sont d'ailleurs des paysages bibliques encore ici. Les choses ont peu changé et je sais par les gens qui viennent, moi je me suis habitué évidemment, mais les gens qui viennent pour la première fois ont toujours l'impression de remonter dans le temps. Ça nous va parfaitement puisque nous ne pouvons pas regarder trop devant nous. En tout cas, on ne sait pas trop comment le futur va se dérouler pour nous. Au moins, on a le passé pour se ressourcer et pour venir vous voir. Alors, on viendra sûrement visiter votre beau village après le confinement. En tout cas, merci de nous avoir parlé de cette forêt, de cette forêt de Yatir. Voilà, un projet apparemment d'avant-garde pour Israël. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne fête de Sukkot. Chag Sameach. Chag Sameach. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.